les excuses de Madame Maïté Mulot-Friscourt, Madame Stéphanie Guizelin, Madame Michèle Duclois, Madame Christine Alexandre, Monsieur Pierre Caron, Madame Delphine Ledoux, qui arrivera avec un peu de retard, Monsieur Frédéric Hainaut, qui est présent, mais d'astreinte, donc il pourrait être susceptible d'être appelé pendant cette séance. Ils ont donné pouvoir à Madame Sylviane Petit, Madame Josiane Ducauroy, Madame Anaïs Lemaître, Monsieur Jean-Marc Leroy, Madame Edwige Leblond, Monsieur Julien Cordenos et Monsieur Philippe Mignonnet. Je vous propose de désigner en qualité de secrétaire Monsieur Patrice Cambray. Le procès-verbal de la séance du 14 septembre vous a été adressé. Celui-ci appelle-t-il de votre part des observations? Pas d'observation. Merci, Monsieur Cambray, de démarrer l'appel nominal. Merci, Madame le maire. Madame Bouchard-Natacha. Monsieur Ajus Emmanuel. Madame Bassé-Patricia. Monsieur Cara Ezedine. Madame Mulot-Friscourt Maïté, excusez, pouvoir à Madame Petit. Monsieur Mignonnet Philippe. Merci. Madame Nicole E. Monsieur Pestre Pascal. Madame Duclois Michel, pouvoir à Jean-Marc Leroy. Monsieur Grenat Gérard. Madame Guizelin Stéphanie, excusez, pouvoir à Madame Ducauroy. Monsieur Cambray présent. Madame Leblond Edwige. Présente. Monsieur Lozano Ladislas. Présent. Madame Boisy Malika. Monsieur Leroy Francis. Présent. Monsieur Leclerc Pierre. Présent. Madame Lannoy Joël. Monsieur Devin Francis. Présent. Monsieur Varodzik Henri. Présent. Madame Petit Sylviane. Monsieur Leroy Jean-Marc. Monsieur Daré Dominique. Madame Ducauroy Josiane. Madame Boyaval Françoise. Madame Mouchon Josiane, pardon. Madame Lemans Fabienne. Madame Fontaine Jannick. Monsieur Novozade Alexandre. Madame Alexandre Christine, excusez pour voir Madame Leblond. Monsieur Lenoir Laurent. Madame Martin Claudia. Madame Vanroy Frédéric. Monsieur Hainaut Frédéric d'astreinte, si appelé pour voir à Monsieur Mignonnet. Madame Ledoux Delphine arrivera avec un peu de retard, en attendant pouvoir à Madame le Maître. Monsieur Marcotte Ruffin Hugo. Monsieur Cordenos Julien. Madame Gressier le Maître Anaïs. Monsieur Caron Pierre, excusez, pouvoir à Monsieur Cordenos. Madame Battel Yolande. Monsieur Moussali Jean-Pierre. Madame Kravzik Linda. Madame Quenet Virginie. Monsieur Lannoy Jean-Philippe. Madame Druel Louise. Madame André Jean-Claude, Monsieur André Jean-Claude. Madame Boucher Martine. Madame Deloison Christine. Monsieur De Florian Marc. Merci. Merci, Monsieur Cambray. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, Calais, ville-étape du Tour de France, c'est désormais officiel. À l'invitation de Monsieur Christian Prudhomme, j'ai eu le plaisir de participer le 14 octobre dernier à Paris à la présentation officielle du parcours 2022. Consciente du formidable rayonnement qu'offre à un territoire le passage du Tour de France, j'ai pris contact, il y a déjà 3 ans maintenant, avec Amaury Sport Organisation, société organisatrice de la course, afin de négocier une étape à Calais. Les atouts de Calais, de l'agglomération, ont fini de convaincre ASO, qui a retenu la candidature de la ville de Calais comme première ville arrivée française dans le parcours 2022 de la compétition. Voilà 21 ans que Calais n'avait pas accueilli le peloton de la Grande Boucle, sa caravane et ses suiveurs. Le 9 juillet 2001,
Il s'agissait alors d'un départ, celui d'une étape qui allait emmener les coureurs vers Anvers en Belgique. L'histoire de Calais dans le Tour de France, c'est aussi le contre-la-montre par équipe du 5 juillet 1994 entre Calais et Coquelles, en passant par la campagne environnante et les deux caps, Blanc-Nez et Gris-Nez. 2 fois ville départ, Calais sera le 5 juillet 2022 et pour la première fois la ville d'arrivée d'une étape de l'une des compétitions sportives les plus médiatisées au monde. Le Tour de France, compétition de portée internationale, va donc réjouir l'ensemble des sportifs et amateurs de cyclisme. Plus largement, c'est surtout une occasion fantastique pour Calais, pour notre agglomération, de promouvoir tout notre potentiel et de faire découvrir à de nombreux visiteurs nos atouts, au premier rang desquels Calais, la plage et le Dragon, ainsi que le nouveau port. Le détail de l'étape et les modalités d'organisation de l'événement seront présentés demain matin lors d'une conférence de presse que je tiendrai avec M. Thierry Gouvenou, directeur technique d'ASO. L'actualité de ces derniers jours, c'est aussi une autre bonne nouvelle. Nous provenant cette fois du Conseil national des villes et villages fleuris. En 2017, Calais se voyait décerner la 4e fleur pour une durée de 3 ans. En juillet dernier, le jury s'est donc déplacé pour s'assurer que les nombreux critères établis par l'institution étaient toujours respectés. Suite à cette visite, le comité a décidé de nous attribuer de nouveau ce label d'excellence. Les différentes thématiques observées au niveau des ronds-points, de la beauté des parterres de l'hôtel de ville, de la biodiversité, du soin apporté au jardin Tudor, de la diversité végétale ou encore de l'entretien des parcs ont été tout particulièrement salués par le jury. Au nom de notre Assemblée, au nom des Calaisiennes et des Calaisiens, je tiens à profiter de l'occasion qui m'est donnée cet après-midi pour féliciter chaleureusement la Direction générale des services techniques, la Direction du département environnement, la Direction et l'ensemble des agents de service des espaces verts qui, par leur professionnalisme, nous permettent de conserver cette labellisation. La reconduction de la 4e fleur constitue ni plus ni moins une juste reconnaissance d'un savoir-faire de nos agents et ils peuvent en être fiers. Je n'oublie pas non plus l'adjoint de référence, M. Mignonnet. Désormais, il nous est permis de porter notre regard vers la plus haute distinction décernée par le Conseil national des villes et villages fleuris, celle de la fleur d'or, dont les critères d'obtention sont encore plus exigeants. Je sais pourvoir sur la détermination et la qualité du travail fourni par les agents des espaces verts pour relever ce défi d'ici 2 ans. L'amélioration du cadre de vie des Calaisiens, c'est également le sens des visites que j'effectue régulièrement dans les quartiers pour aller à la rencontre des habitants, des commerçants, des acteurs associatifs et recueillir leurs attentes. La semaine dernière, à cette occasion, une réunion publique a été mise en place au Pont du Leu. Je suis revenue sur plusieurs engagements pris auprès de riverains lors de la précédente réunion, il y a tout juste 1 an. D'abord, pour répondre à l'inquiétude légitime générée par la vitesse excessive de certains automobilistes. L'installation de feux tricolores débutera la semaine prochaine. Les travaux se dérouleront en 2 temps. Une première phase concernera le carrefour situé au pied de la rampe du four à chaud, à l'intersection de la rue de l'Équateur, de la rue Henri Lefebvre et du chemin Thérénier.
La mise en service interviendra dans le courant du premier trimestre 2022. La seconde phase interviendra au carrefour du chemin des Régniers, de la rue de l'Uruguay, de la rue des Châtaigniers, pour une mise en service en début d'été prochain. Après le radar pédagogique déjà installé chemin des Régniers, un second sera mis en place dans le virage menant à la boulangerie. Un panneau stop a quant à lui été posé la semaine dernière à l'extrémité de la rue de la Guyane, conformément à la demande de nombreux riverains. Par ailleurs, j'ai annoncé que la ville était enfin parvenue à un accord avec le groupe Total pour l'achat du terrain de l'ancienne station-service chemin des Régniers. En concertation à l'occasion de la même réunion, les habitants ont souhaité que cet espace prévu en 2022 sera aménagé de la création d'une aire de jeu sécurisée, du déplacement de la station Véline, de l'arrêt de bus qui se trouve actuellement devant le Marigny, ainsi que la création d'une quinzaine de places de stationnement. Enfin, comme je m'y étais engagée, un distributeur automatique de billets tant attendu au Pont du Leu sera installé dès l'an prochain. Le mois prochain, je me rendrai au Petit Courgain pour poursuivre ces temps de proximité et de dialogue en direct avec les Calésiennes et les Calésiens. À l'occasion des élections municipales, le programme présenté avec mon équipe faisait la part belle à la transition énergétique et au respect de l'environnement. C'est dans cet esprit que l'éclairage du complexe sportif Calypso a été intégralement remplacé par un système moins énergivore et plus durable. Dans les années à venir, nous nous efforcerons, tout en tenant compte de nos capacités budgétaires, de poursuivre nos efforts en ce sens au sein des bâtiments municipaux. Enfin, avant d'entamer nos travaux, je tenais à porter à votre connaissance le dernier point de situation m'ayant été communiqué concernant le commerce. Depuis le 1er janvier, en dépit des conséquences de la pandémie, nous pouvons nous réjouir de 77 ouvertures, 81, rectifie Madame E, parce que les chiffres datent d'une dizaine de jours, donc 81 ouvertures de reprise ou commerce intervenues dans le cadre de plans de redynamisation du centre-ville ou extérieurs au périmètre du plan de relance, démontrant ainsi la vitalité de notre tissu commercial dans l'ensemble des quartiers. S'il n'est évidemment pas question de relâcher nos efforts, force est de constater que ces chiffres sont encourageants et que les différents dispositifs mis en œuvre par notre majorité depuis 2017 portent leurs fruits. Toujours en matière de commerce, j'ai également le plaisir de vous informer que la ville de Calais a remporté hier le Grand Prix Filmbact dans la catégorie Communication, démarche citoyenne au titre de Mon shopping, c'est Calais. Il s'agit là d'une nouvelle reconnaissance de la qualité du dispositif que nous avons créé et de notre engagement en faveur de la vitalité du commerce calaisien. Je remercie chaleureusement Madame Nicole E, adjointe chargée du commerce, mais également Julie, Hélène, Claude, ainsi que les équipes du service commerce de la ville et de la SPL pour leur implication auprès de nos commerçants. Dernière bonne nouvelle, la semaine a été riche en de grands événements. C'est au congrès des EPL que M. Pestre a reçu le prix du trophée des EPL pour l'attractivité
avec le projet du Dragon ainsi que celui du Fonds de mer. Monsieur Pestre, merci. Vous saluerez également et remercierez Monsieur Javelot, directeur de cette structure. Nous allons donc démarrer nos travaux. Je tiens par mesure de précaution à rappeler à chacun des élus qu'ils ne doivent pas participer au vote quand ils appartiennent à une structure dans laquelle il y a des subventions qui sont reversées. C'est un principe de précaution et je tiens à le faire à nouveau publiquement comme je le ferai à chaque début de conseil municipal. Je vous propose préalablement de laisser Monsieur Ajus nous présenter ses délibérations, celui-ci devant rejoindre un rendez-vous à l'extérieur. Il s'agira donc de la 307, 308, 309 et 310. Et Monsieur Ajus, je vous prie donc de bien vouloir présenter ces délibérations. Merci Madame le maire. Donc pour la 307, donc il s'agit de l'action foncière, d'incorporation dans le domaine privé communal de 2 propriétés non bâties, rue Montaigne, respectivement cadastrées 580 et 181, donc présumées 100 mètres. Cette délibération propose donc d'incorporer ces 2 biens dans le domaine privé de la ville, afin d'y réaliser soit un espace vert dans le temps, ou un autre aménagement similaire. Ils s'élèvent respectivement à 1100 m² et 1476 m². Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Les abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Délibération qui suit la 308, habitat privé, donc Action Cœur de Ville, opération de programme d'amélioration de l'habitat. Il s'agit là de l'OPAERU, donc multisite, vous le savez, et donc la mise en place du dispositif de ravalement de façade. La convention OPA est en cours de signature et prévoit également la mise en place d'une opération façade. Elle permettra de valoriser le patrimoine privé et améliorer le cadre de vie des quartiers. Cette opération sera mise en œuvre sur un périmètre lié à celui de l'OPAERU et il prévoit donc des aides municipales octroyées aux propriétaires occupants ou bailleurs à hauteur de 10% du montant des travaux. Il s'agit là d'une attribution de primes. Vous avez sur votre délibération, en tout cas adjoint à la délibération, les voies, donc les rues si vous préférez, et le périmètre en annexe. Il s'agit tout simplement de centre-ville, Saint-Pierre et Calais-Nord. Un dispositif sur 5 ans, donc 2021-2026. Demande d'intervention, Monsieur de Florian. Merci Madame, merci Monsieur. J'ai une question. Je voulais savoir si ce dispositif existait préalablement ou si c'est une nouveauté. J'ai une deuxième question à ce sujet. Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous avez prévu une prospection qui dirait le nombre de propriétaires qui voudraient utiliser ce procédé? Et puis enfin, est-ce que c'est cumulable avec d'autres aides, d'autres organismes ou d'autres collectivités? Est-ce que l'apport de 10% de la mairie vous semble suffisant pour stimuler ces rénovations de façade? Donc en fait, 4 questions dans une. Alors, je vais commencer par le cumul des aides, oui, puisque l'agglomération peut permettre aussi d'aider une maison type, une habitation type en matière de rénovation énergétique. 10% oui, c'est suffisant, puisque sur un ravalement qui pourrait osciller entre 5 000 ou 6 000 euros, je vous laisse faire le calcul, c'est quand même déterminant sur une somme pareille pour un foyer, je dirais, moyen. Bon, les propriétaires occupants, voire bailleurs, ne sont pas forcément tous riches. Ensuite, concernant le périmètre, vous l'avez dans vos délibérations, il est clairement édicté. Le nombre d'habitations, je ne peux pas vous le dire comme ça, puisque effectivement c'est déclaratif et ceux qui voudront bel et bien améliorer leur habitat devront faire la démarche de façon déclarative pour pouvoir prétendre à ces aides. Donc je n'ai pas de nombre précis de logements, mais vous avez le périmètre qui est adjoint à les délibérations. Et il en manque une, je crois, de questions. Non, c'est tout?
Le dispositif a déjà été... Oui, le dispositif a déjà été éprouvé, toujours en centre-ville, il y a déjà quelques années. Donc là, c'est la poursuite de dispositifs dans le centre-ville en partie, et bien sûr déployé plus précisément sur le quartier Saint-Pierre, qui en a bien besoin, et le quartier aussi Calais Nord, qui aussi peut voir des habitations plutôt vigissantes. Et sur la carte, vous avez voté sur les 2 derniers conseils municipaux le plan de l'ensemble du dispositif, en fait. Oui, alors justement, je voulais savoir ce que ça avait donné lors du la précédente opération, en termes de pourcentage de façades éligibles et de propriétaires qui avaient réellement fait appel à cette... Dans l'instant, je n'ai pas d'éléments précis pour ne pas me tromper dans la base de l'éligibilité. Ce que je peux vous dire, c'est que je sais que c'est une réussite. Voilà pourquoi on réinvestit dans le dispositif. Beaucoup de façades, en fait, repérées avaient été complètement restaurées. On pourra vous communiquer la liste précise de l'ensemble des propriétaires qui ont bénéficié de ce dispositif. Oui, Monsieur Moussaï. Merci Madame le maire. Juste une petite question. Dans l'annexe 1, vous indiquez donc le plan et les linéaires qui vont être concernés par cette délibération. Et pour la partie Saint-Pierre, on voit à peu près un tiers des linéaires de façade qui sont concernés. Est-ce que l'explication tient au fait que les autres parties de la ville ont déjà fait l'objet de telles mesures, ou bien est-ce que c'est à venir? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? C'est la 2e tranche, comme voilà, je l'ai dit il y a quelques instants. Donc, c'est un dispositif pour une première tranche qui a été mis en place sur la période de 2009-2014 de mémoire. Et donc là, en fait, grâce à l'éligibilité de Action Cœur de Ville, on est en capacité de pouvoir faire à nouveau une seconde tranche. En fait, on avance au fur et à mesure des dispositifs et des enveloppes qui nous sont impartis dans des lieux où on peut considérer que les façades sont les plus dégradées. Voilà pourquoi on a élargi également au périmètre de Calais Nord, puisque le premier dispositif était ciblé essentiellement sur le quartier Saint-Pierre. Nous allons passer au vote sur la délibération. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté. Délibération qui suit, il s'agit du PNRK, de la modification du dossier de réalisation de la ZAC. Cette délibération propose en fait, dans le cadre du PNRK, donc la modification du dossier de réalisation de cette ZAC, permettant d'intégrer des évolutions physiques et financières du projet de requalification des 3 îlots, conformément aux délibérations et avenants précédents. Vous avez sur la délibération l'ensemble des ajustements en termes de typologie de logement, d'intégration de parcelles et de révision du programme, notamment sur l'espace public. Tout est mentionné et décrit dans la délibération. Donc il s'agit là d'un ajustement, comme on peut le découvrir sur des grands projets comme ceux-là, qui ont déjà presque 8 ans d'existence et qui évoluent au même titre que, voilà, on peut le comparer au NPRU ou l'ANRU, c'est quasiment les mêmes existences de dossiers. Sur cette délibération, pas d'intervention, des abstentions, des votes contre, c'est donc adopté. Et donc une dernière délibération concernant le transport, il s'agit là simplement d'une convention de mutualisation entre la ville de Calais et Grand Calais pour l'utilisation de la station-service et d'une aire de lavage des véhicules. Donc voilà, les modalités financières et les modalités du périmètre de mutualisation sont dûmes référencées dans les délibérations. Pas de demande d'intervention, pas d'abstention, pas de vote contre. C'est adopté, Monsieur Ajus. Je vous remercie. Nous abordons donc dans l'ordre le conseil municipal avec les attributions par délégation qui m'ont été confiées. Donc, est-ce qu'elles appellent des demandes d'intervention de votre part? Madame Quenet. Oui, je vous remercie, Madame le maire. Simplement des précisions s'agissant des arrêtés sur les 2 pôles d'affaires juridiques.
avec les mandatements d'un huissier et d'un cabinet d'avocats, s'il vous plaît. Pas d'autres demandes d'intervention? Alors, sur vos demandes, en fait, il s'agit d'une intervention du mandatement d'un cabinet sine qua, donc en date du 12 septembre, dans le cadre de la mise à disposition de la Bourse du Travail qui a été sollicitée par la scène nationale Le Chanel pour l'organisation de l'événement. Donc, un huissier a été mandaté afin de constater l'état général du bâtiment afin de s'assurer de la sécurité des intervenants. Et pour le deuxième, il s'agit du cabinet Édifice Avocat qui, en fait, intervient dans le cadre d'un contentieux qui relève des ressources humaines. Pas d'autres demandes d'intervention? Je vous remercie. Donc, on arrive sur les avis de la dérogation de repos dominical des commerces de détail alimentaire, donc accordée pour l'année 2022, sollicitée donc par les différents partenaires, dont la liste est jointe à la délibération. Oui, monsieur Lannoy, pardon. Des études ont montré que le travail dominical avait des conséquences importantes sur la vie sociale et familiale des employés. Le dimanche, jour sans travail ni école, est plus propice au moment de partage en famille et avec les amis. Il permet de synchroniser les rythmes de l'ensemble de la société. De ce fait, le travail dominical a des conséquences négatives plus importantes que le travail en semaine, notamment sur ces temps familiaux. Le supposé choix qu'ont les salariés est malheureusement souvent un leurre. Le rapport de force employeur-employé s'est fortement dégradé ces dernières années avec les différentes lois travail qui ont largement bénéficié aux employeurs, comme la loi Macron de 2015, ouvrant parfois la porte à du chantage en cas de réticence de l'employé à travailler le dimanche. Soyons clairs, nous soutenons bien évidemment avec force les commerçants de proximité. Mais la délibération ici ne concerne que les commerces alimentaires, sachant que tous les commerces peuvent déjà ouvrir les dimanches matins jusqu'à 13 h ou toute la journée lorsqu'ils n'ont pas d'employés. Ceci étant dit, nous pouvons comprendre que la période des fêtes de fin d'année soit particulièrement importante pour les commerçants qui, pour certains, réalisent une grande partie de leur chiffre d'affaires à ce moment. C'est pourquoi, comme l'année dernière, nous vous demandons la possibilité de voter séparément les 4 dates qui correspondent aux fêtes de fin d'année d'une part et les 8 autres dates d'autre part. À défaut de cette possibilité, nous nous abstiendrons. Bon, je vous ferai la même réponse que l'année dernière. Donc, abstention donc, du groupe de gauche ou seulement vous? C'est l'ensemble du groupe, monsieur Lannoy? Très bien. Pas d'autres abstentions, pas d'autres votes contre. Le vote est passé, madame Quenez. Je suis désolée et vous connaissez la règle. Nous passons donc à la 288 sur la société publique locale. Nous avons donc, suite à la démission de monsieur Dufy, à procéder au remplacement au sein du conseil d'administration de la SPL Grand Calais Tourisme et Culture. Il a été proposé monsieur Lannoy. Est-ce qu'il y a des observations, des abstentions, des votes contre? Contre, vous ne participez pas au vote? Vote contre du Rassemblement national. C'est donc adopté. Le rapport d'activité donc de la communauté d'agglomération. Donc il s'agit de prendre acte de ce rapport. Alors tout le monde a eu en pièce jointe ce document. En résumé, donc l'année 2020, comme vous le savez, a été
marquée par la crise sanitaire. Donc l'agglomération a dû faire preuve de résilience face à cette situation en développant notamment le télétravail, mais aussi en participant à la mise en œuvre du centre de vaccination au Forum Gambetta avec 50% des coûts supportés par l'agglomération et la ville. Le présent rapport retrace les grandes lignes de l'année. Alors en sport, en culture, on pourrait dire que les équipements sportifs, ces derniers ont été lourdement impactés par les fermetures et par la nécessité de mettre en place des mesures sanitaires. Pour exemple, la piscine Rançon a accueilli 2 fois moins d'usagers qu'en année normale. De la même manière, la piscine Rançon n'aura pu ouvrir 189 jours seulement contre habituellement 290. Sur les équipements culturels, le CRD a mis en œuvre des cours en visioconférence avant une reprise en présentiel quand les consignes ministérielles l'ont rendu possible. Le CRD, durant le confinement, a créé en fait 60 vidéos d'audition et de prestations pour garder le lien avec les élèves. Et concernant la médiathèque de la Rose des Vents, il y a eu un maintien du pré-documentaire à l'exception des 2 premiers mois de confinement qui a été mis en place en fait dès le mois de mai, qui s'appelait BiblioDrive. Les lecteurs pouvaient ainsi réserver leurs documents sur le site internet de la médiathèque et venir les retirer dans l'entrée sur rendez-vous. Concernant le développement économique, paradoxalement, et malgré la crise sanitaire, le développement économique à Calais a connu une année charnière, notamment, comme vous le savez, avec le lancement des travaux de la plateforme logistique Cargo Beamer sur la zone de la Turquerie, ainsi que de très nombreuses prises de contact avec les investisseurs qui se concrétisent petit à petit, puisque Transmarc, la zone est terminée donc, depuis 2020. La zone des terrasses a un bon développement avec 2 sessions importantes, une concernant 12 000 m² pour la FAPI et une de 26 000 m² donc concernant CGF Charcuterie. Et la briqueterie, quant à elle, est une zone à fort potentiel en faveur de cet aménagement. Et les premiers aménagements devraient débuter en cette fin d'année 2021. Sur le dispositif du soutien au secteur médical, c'est 24 étudiants du territoire qui ont été soutenus, 4 praticiens sont venus s'installer grâce à notre dispositif. Ensuite, concernant le soutien au Covid, l'année 2020 aura surtout été l'année de la mise en place du soutien financier aux acteurs économiques frappés par les fermetures administratives. Ce n'est pas moins que 1163 dossiers au titre de la ville et de l'agglomération qui ont été traités avec 3 dispositifs, un au 1er mars-avril 2020, un au 2 novembre 2020 et un au 3 décembre 2020. Concernant l'attractivité, en termes d'espace info-énergie, c'est 486 dossiers en moyenne de 481 € au 1er septembre qui ont été traités. Et nous en sommes, d'après les éléments qui me sont communiqués par rapport à l'année 2021, donc qui n'est pas encore terminée, à 758 dossiers. Comme quoi, ce dispositif fonctionne de très belle façon. Pour la politique de la ville, on a mutualisé certains services
et avec certains comités d'engagement pour inscrire un quartier Beaumarais et un Forgnelais dans le NPRU. Concernant le déchet, l'eau et l'assainissement, on a eu un service pour l'assainissement peu impacté directement par la crise sanitaire, mais dont les près de 50 agents ont répondu présents afin d'assurer la continuité du service public. Et donc, on tient aussi à les remercier. Le service a maintenu sa qualité de service public et ce ne sont pas moins que 1653 interventions qui ont été opérées pour ce qui concerne les stations d'épuration et pas moins de 1496 interventions sur les postes de relèvement et refoulement. Concernant la valorisation des déchets, le fait marquant, c'est le développement du passage en apport volontaire du verre, puisqu'en 2020, Peuplingue, Pillan-les-Guines, Boningue, Lescales et Saint-Tricas sont passés en apport volontaire. Pour l'eau potable, en résumé également, on a un linéaire de réseau en eau potable pour Calais de 350 km, pour Coquelles de 23,9, pour Coulogne de 43,2, pour Sangatte-Blériot de 41,7. Et nous avons donc servi pour Calais 33 031 clients, 1145 pour Coquelles, 2605 pour Coulogne, 2325 pour Blériot-Sangatte. Voilà quelques éléments. Rappeler également sur les moyens opérationnels les travaux les plus importants des équipements communautaires. La réalisation d'un crématorium, donc après une phase d'études en 2014 et 2015, dont les travaux sont en cours et le démarrage de l'exploitation est envisagé dès avril 2022. La réalisation de l'hélistation qui a été mise en service en 2020 pour un montant de travaux de 331 500 € TTC, dont 50% d'accompagnement encore du contrat de territoire que j'avais signé en 2015. La modernisation de la station d'avitaillement avec la mise aux normes environnementales et l'automatisation à 255 000 € avec 169 000 € de subvention de contrat de territoire. La construction d'un hangar à avions à l'aéroport pour un montant de travaux de 730 000 €, dont 382 000 dans le contrat de territoire. La base de char à voile avec la réhabilitation de la zone de plein air et la mise aux normes des installations électriques pour 86 521 €. Et la base de voile et la base de char à voile mise en accessibilité avec le chemin d'accès en gravillon qui a été remplacé. Voilà le compte-rendu résumé, évidemment, du document qui vous a été communiqué. Je vous demande de bien vouloir prendre acte du rapport. Nous avons ensuite à rapporter le rapport de l'élu mandataire. Alors, on avait en fait participé au compte-rendu de l'activité de la SPL du Dragon. Il se fait que nous devons également faire le rapport de l'élu mandataire et donc je demande à Madame E de bien vouloir intervenir sur ce sujet. Pour ma part, je ne prends pas part au vote qui suivra. Merci Madame le maire. Donc il s'agit donc du rapport de la société publique locale Grand Calais Tourisme et Culture. Donc c'est le rapport 2019-2020 que vous avez dans vos tablettes. Donc voilà, il suffit simplement d'en prendre acte. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, Monsieur De Florian?
Oui, madame. Évidemment, nous voterons contre, puisque nous sommes opposés à ce gaspillage d'argent public. Il semblerait d'ailleurs que vous en preniez conscience aussi petit à petit, au fur et à mesure que les déboires se succèdent et que la réalité se fait jour. Voilà. Nous regrettons également l'absence de membres du Rassemblement national au sein de au sein de la SPL Grand Calais Tourisme et Culture. Alors non pas pour le plaisir d'y siéger, mais parce que nous sommes les seuls lucides sur la nécessité de stopper ce désastre. Et je pense qu'une voix discordante serait pertinente pour l'expression démocratique. Je vous remercie. Monsieur Paz, vous souhaitez y répondre ou pas nécessairement? Non. Très bien. Nous allons donc passer au vote. Donc, qui est contre le Rassemblement national? Toujours contre le Dragon. Qui s'abstient? C'est donc adopté. Je passe la parole à Monsieur Cambray. Merci Madame le maire. La première délibération, c'est une modification. En date du 14 septembre 2021, le conseil municipal a approuvé la délibération créant un poste d'assistant socio-éducatif pour le département du développement social urbain, le SAS-Coluche. La rémunération avait été fixée en référence au premier échelon du grade d'assistant socio-éducatif. Au vu des qualifications de l'expérience du candidat finalement retenu, il convient d'adapter la rémunération et de la fixer en référence à l'échelon 4, indice brut 494 du grade d'assistant socio-éducatif. Des demandes d'intervention? Des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Recrutement d'une puéricultrice de classe normale contractuelle du département enfance et famille. Aucun candidat statutaire n'a pu présenter l'expérience professionnelle et les qualifications nécessaires pour ce poste. L'agent aura notamment pour mission de participer à la mise en œuvre du projet d'établissement, d'organiser le suivi médical des enfants et de participer au management des équipes. Pas de demande d'intervention, pas d'abstention, pas de vote contre, c'est adopté. Création d'un poste d'agent de maîtrise contractuel au service cimetière. Le poste responsable du service technique des cimetières a été déclaré vacant. Aucun candidat statutaire n'a pu présenter l'expérience professionnelle et les qualifications attendues pour ce poste. Le poste pourra être pourvu de manière contractuelle pour une durée de 1 an, éventuellement renouvelable une fois. Oui, Monsieur de Florian, sur la délibération. Merci madame, merci monsieur. Les cimetières sont un point sensible, d'abord parce que évidemment ça touche à l'intime et à l'enracinement de chacun sur ce territoire. Il y a également, voilà, vous devez les recevoir, comme je les reçois aussi, de nombreuses plaintes sur les dégradations qui sont faites, sur les vols de fleurs. Est-ce que vous pouvez nous faire un point des dégradations et surtout des mesures qui sont prévues ou que vous envisagez pour mettre fin à ces dégradations? Je pense voilà, le développement de la vidéoprotection notamment, qui permettrait de dissuader les dégradations et de préserver l'intimité de nos morts. Je vous remercie. Monsieur Mignonnet. Oui, Madame le maire, sur la vidéoprotection, il y a déjà des dispositifs en place au niveau des cimetières et sauf erreur, monsieur le directeur général des services, nous n'avons plus aucune plainte depuis quelque temps. Touchant du bois, effectivement. Donc peut-être avez-vous un retard dans la lecture de vos documents, monsieur de Florian. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Elle est donc adoptée. Monsieur Cambray, je vous remercie. Je passe la parole à Madame Leblond. Merci Madame le maire. Cette première délibération pour l'enseignement public du premier degré concerne la contribution financière des communes. Donc, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et du Code de l'éducation, il s'agit de prévoir les modalités financières dans le cadre de l'accueil des élèves résidant dans une autre commune. C'est le principe de réciprocité entre la commune de résidence qui est tenue de contribuer financièrement aux dépenses supportées par la commune d'accueil. Ainsi, je vous propose de maintenir la contribution à 46 € pour l'année 2022.
Sur cette délibération, pas d'abstention, pas de vote contre, c'est adopté. La deuxième délibération concerne l'enseignement public et privé du second degré pour les collèges et privés. Il s'agit d'une participation financière destinée à l'acquisition de fournitures scolaires pour les élèves des collèges, des établissements régionaux d'enseignement adapté et lycées pour l'année 2022. La prise en charge des fournitures scolaires par élève calaisien est maintenue à 11 € pour les collèges, 11 € pour les établissements régionaux d'enseignement adapté, 29 € pour les lycées d'enseignement général et à 55 € pour les lycées professionnels avec justificatif de dépenses. Je vous propose d'approuver ce dispositif. Sur cette délibération, Monsieur De Florian. Merci, mesdames. Concernant cette délibération, il est nécessaire pour le public concerné, en l'occurrence ceux qui suivent l'enseignement du second degré, de faire la demande pour recevoir cette contribution financière de la commune. Alors, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de verser directement cette contribution directement aux enseignements, aux établissements, excusez-moi, pour que ça puisse ensuite profiter directement à tous les élèves, collégiens et lycéens, y compris s'ils n'ont pas fait la demande. Et sinon, est-ce que vous avez un pourcentage des demandes réalisées sur la population qui est éligible, pour voir si voilà, il y a beaucoup de gens qui passent sous les radars, qui n'en font pas forcément la demande alors qu'ils y ont droit. Je vous remercie. Oui, je sais. Je sais bien, Madame Maïté, Madame Mulot-Frisco étant absente, je ne peux pas répondre dans le détail. Mais il ne faut pas faire de demande spécifique pour avoir ce dispositif. Dans les lycées et lycées professionnels, les élèves donc, ont l'information par les enseignants s'ils doivent acheter un trousseau pour telle ou telle activité. Donc ils se font rembourser du trousseau. Et dans les collèges, beaucoup de dispositifs en fait, font que les enseignants eux-mêmes mutualisent en fait les fournitures pour que ça coûte moins cher. Et donc voilà, avant ces participations, donc toutes les personnes en fait qui ont droit, donc chaque collégien, chaque lycéen, que dans les filières générales ou professionnelles, donc bénéficient du dispositif. Mais si vous voulez qu'on vous communique le chiffre précis, je vais demander à Madame Milon, qui a pris la direction générale adjointe de l'enseignement, de bien vouloir demander à ses services de vous communiquer les chiffres précis. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté. Pour la troisième délibération, il s'agit de Unicité. Cette association, donc, depuis 6 ans, l'association Unicité propose de conventionner avec la ville de Calais pour permettre l'intervention de 42 jeunes volontaires en service civique auprès des enfants qui mangent à la cantine. Ces interventions ont comme objectif de sensibiliser les enfants sur différents sujets. Elles se déroulent habituellement sur la base de petits jeux et de discussions avec les enfants autour de thèmes liés à la santé, l'alimentation, l'hygiène de vie, la découverte du patrimoine calaisien, l'égalité filles-garçons et l'environnement. Elles s'organisent en petites sessions de 3 à 6 semaines dans différentes écoles. Toutes les écoles élémentaires vont bénéficier d'une thématique. Le démarrage des activités est prévu à partir du 29 novembre 2021 et ce jusqu'au 9 juin 2022. Je vous propose d'autoriser Madame le maire à signer la convention de partenariat entre la ville et l'association Unicité. Sur cette délibération, Monsieur De Florian. Merci Madame. Sur cette délibération, j'ai eu des retours disant que des volontaires d'Unicité, sur le millésime 2018-2019, et notamment à l'école Mouchotte, s'était vu demander de faire le service en restauration scolaire. Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce que ça fait partie de leur tâche, ce qui pourrait se comprendre, mais en l'occurrence, ce n'est pas marqué dans la délibération, et donc je voudrais un éclaircissement à ce sujet. Je vous remercie. Je vais demander aux services concernés. Je ne suis pas dans les classes à surveiller
je dirais, les agents. Donc on demandera des précisions à la direction de l'école et au service référent, et on vous répondra en ce sens. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté. Toujours avec l'association Unicité. Depuis 5 ans, Unicité propose de faire intervenir 3 à 4 jeunes volontaires en service civique auprès des enfants en Ulysse TED à l'école Esplanade qui mangent à la cantine. Donc petit rappel, Ulysse, ce sont des unités localisées pour l'inclusion scolaire et TED, ce sont les troubles envahissants du développement. Ces jeunes ont été initiés puis accompagnés dans cette guidance d'enfants par des professionnels du CESAD et du CRA. L'objectif est d'aider les enfants concernés à se restaurer et à vivre la pause méridienne dans un climat serein. Le démarrage des activités est prévu à partir du 15 novembre prochain et ce jusqu'au 9 juin 2022. Je vous propose d'émettre un avis favorable à ce dispositif. Des demandes d'intervention sur cette délibération? Pas de demande d'intervention. Des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Je vous remercie et je passe la parole à Madame Fontaine. Merci Madame le maire. Alors pour cette délibération, il s'agit d'une convention de financement entre la ville de Calais et l'Agence régionale de santé pour la mise en place d'un conseil local de santé mentale. Alors c'était un engagement qui avait été pris lors de la signature du renouvellement du contrôle local de santé, dont l'un des axes stratégiques est de favoriser le parcours en santé mentale. Alors qu'est-ce que ce conseil? C'est une plateforme de concertation et de coordination entre les élus locaux et les services de psychiatrie publics et privés, ainsi que les acteurs d'accompagnement qui, ensemble, vont pouvoir définir les orientations et les plans d'action concrètes à mener en faveur de l'amélioration de la santé mentale de la population. Alors, nous le savons, la santé mentale n'est pas une compétence municipale. Cependant, la crise sanitaire que nous traversons, qui a eu un rôle de catalyseur des problèmes de santé mentale, nous montre combien la mise en place d'un plan d'action concrète est un enjeu d'actualité et une priorité pour notre territoire. La coordination de ce conseil donc, va être cofinancée par l'ARS des Hauts-de-France et par l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour une durée de 3 ans. C'est ainsi que la ville de Calais a recruté une coordinatrice de ce conseil qui prendra ses fonctions le 1er novembre de cette année jusqu'au 31 mai 2023. Nous lui souhaitons d'ores et déjà la bienvenue. Donc vous avez sous les yeux le plan de financement prévisionnel 2021 qui prévoit un total de dépenses de 48 500 €, couvrant essentiellement des charges de personnel, alors qui seront budgétisées par l'État pour 30 000 € répartis entre l'ARS et la NCT et par la ville de Calais pour une part non négligeable de 18 500 €. Par conséquent, je vous propose, mesdames et messieurs, d'autoriser madame le maire à signer cette convention. Merci madame Fontaine. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté. Je passe la parole à monsieur Lenoir. Oui, merci Madame le maire. L'amélioration de la situation sanitaire nous laisse entrevoir donc le retour du festival de blues en avril prochain. Et donc à côté du festival, aura lieu évidemment comme d'habitude le festival Off où une vingtaine de groupes régionaux vont se produire dans différents lieux de Calais. Et donc je vous propose par cette délibération de prendre en charge donc le défraiement de ces groupes à hauteur de 4 085 € après évidemment la signature de conventions entre les groupes, les bars-restaurants et la ville de Calais. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, je vous en prie. Alors, pourquoi il s'agit d'un défraiement quand on devrait salarier? Je cite, « Tout artiste du spectacle se produisant devant un public est présumé salarié et doit donc disposer d'un salaire et d'un bulletin de paie, article L762.1 du Code du travail. Un musicien professionnel ne peut pas décider d'être amateur, bénévole, non rémunéré, même pour rendre service à un ami ou pour un projet qu'il juge intéressant.
un musicien professionnel est celui qui reçoit un salaire pour jouer, quel que soit son niveau d'études et son talent. Un pro est celui qui a un contrat de travail. L'inspection du travail ne tolère pas que des bénévoles exercent des fonctions relevant de leur secteur habituel d'activité. De plus, l'artiste-interprète est protégé par une convention collective qui lui garantit un salaire minimum et certaines conditions de travail, prise en charge des défraiements, etc. Cette convention et ce salaire minimum s'appliquent obligatoirement, quel que soit le statut de l'employeur, association, collectivité locale, entreprise commerciale, et quel que soit le lieu de représentation, grand festival, petit concert, église, bar, restaurant, etc. Il n'est pas possible de faire exception à ces règles. Salariat obligatoire, salaire minimum conventionnel, sauf dans le cas des pratiques amateurs qui sont très encadrées. Le fait d'être systématiquement payé est une garantie pour le salarié en cas d'accident de travail. N'oublions pas non plus que ce sont les cotisations versées sur les salaires qui financent la protection sociale en France. Le salariat est une marque de respect pour l'ensemble de la profession. Un organisateur de concert qui ne rémunère pas ses musiciens se met en position de concurrence déloyale vis-à-vis de celui qui respecte les règles. Enfin, tout travail mérite salaire et la musique est un véritable métier. When you play, get paid. C'est un extrait du petit guide de survie sur le site du ministère de la Culture. Salariés, les artistes de festival du blues off permettraient de respecter les conditions de travail des musiciens et musiciennes et de dynamiser et d'insuffler toute une vivance culturelle. Un cachet minimum de représentation pour un artiste est de 145,27 € brut. Il contribue au cumul des heures nécessaires au statut de l'intermittence qui donne accès à une couverture sociale et à des indemnités. Car oui, être artiste, c'est un métier. C'est un festival de renommée qui fait honneur à notre ville. Le festival Off en fait entièrement partie. Il permet de toucher un public qui ne met pas forcément les pieds dans le festival In. C'est aussi important de soutenir les artistes de la région qui en font la qualité, la diversité, et ce sont les premiers à en faire la bonne publicité. Je vous remercie. Monsieur Pestre. Fait un peu plus court, hein, la réponse, monsieur Pestre. Pardon ? Oui, eh bien, pour répondre à votre interrogation, il s'agit bien sûr de musiciens amateurs qui sont pour la plupart dans un cadre associatif et donc on défraie l'association et pas directement l'artiste concerné ou le groupe concerné. Je signale en plus que la somme qui est défrayée, donc qui est accordée à l'association qui représente l'artiste, n'est qu'une partie de la somme puisque les établissements concernés font eux-mêmes ils compensent la différence entre le tarif que demande l'association et le tarif attribué par le centre Gérard Philippe. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des abstentions? Non-participation de M. Pestre. Des votes contre. C'est donc adopté. Merci, M. Lenoir. Je vais passer la parole à M. Pestre. Première délibération, donc une convention de partenariat avec le centre hospitalier de Calais et le centre Gérard Philippe. Donc on renouvelle une expérience qui s'avère fort intéressante puisqu'il s'agit pour les ateliers de Gérard Philippe d'intervenir à la Roselière et de permettre aux résidents de participer à des ateliers photos avec une restitution et une exposition au sein à la fois du centre Gérard Philippe et de la Roselière. Sur la délibération, pas d'intervention, pas d'abstention, pas de vote contre, c'est adopté. Délibération suivante, le pôle muséal. Il s'agit ici du plan de financement de la prochaine exposition du Musée des Beaux-Arts, donc qui se tiendra dans ces lieux mêmes. Un budget prévisionnel de 128 336 € répartis sur 3 exercices, 2020, 2021 et 2022. Bien sûr, ces dépenses sont subventionnables, en particulier par la DRAC, et c'est donc cette délibération permet d'autoriser Mme le maire à demander ces subventions. Pas de demande d'intervention? Pas d'abstention, pas de vote contre, adopté. 3 œuvres ont été endommagées lors d'un dégât des eaux survenu à la Cité de la Dentelle et de la Mode. Il faut donc restaurer ces œuvres. L'assurance prend en partie la dépense induite qui s'élève à 4 980 €. Il y a 2 700 € pris en charge par les assurances. Il reste donc à la charge de la ville de Calais 2 280 € hors taxe.
Pas de demande d'intervention, pas d'abstention, pas de vote contre. C'est adopté. Délibération tourisme, le casino de Calais. En fait, le casino, par un contrat de délégation de service public, la ville de Calais a confié son exploitation à la SAS Le Touquet's. La SAS Le Touquet's doit disposer d'une autorisation d'exploitation de jeux de hasard délivrée par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur sollicite l'information de la ville de Calais et donc le vote de cette délibération. Des demandes d'intervention, Monsieur De Florian. Oui, merci. Sur les jeux, alors les casinos sont bien encadrés, il y a des dispositifs de lutte contre les addictions, il y a des gens qui sont interdits de casino pour éviter qu'ils détruisent leur vie via les jeux d'argent. On connaît tous, je pense vous la première, par votre expérience, votre expérience politique, madame. Les dégâts que font l'addiction aux jeux d'argent chez certains Calaisiens. Donc moi, à ma connaissance, il n'y a pas de dispositif de prévention contre cette addiction aux jeux d'argent. Alors il n'y a pas que le casino, il y a aussi les paris en ligne, il y a aussi le PMU, il y a aussi les jeux à gratter. Alors évidemment, pour certaines personnes, ça représente parfois le seul plaisir d'une journée de gratter 1 ou 2 tickets, mais ça peut mettre certaines personnes dans une grande détresse. Et à ma connaissance, il n'y a pas de dispositif de lutte contre cette addiction. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je vous remercie. Bon, non, je n'ai pas à vous en dire plus et je ne comprends pas votre intervention, mais voilà, on a des dispositifs d'addiction et dans addiction, il y a les addictions, n'est-ce pas, monsieur Leroy et madame Fontaine, et les addictions, le jeu en fait partie, donc voilà, comme la tablette en fait partie, comme Internet en fait partie, voilà, c'est parce que vous n'y participez pas, donc je vous invite à y participer et voilà, et vous verrez que dans les addictions, le jeu est bien, voilà, de la partie, en tous les cas, de ces difficultés que certains pourraient rencontrer à l'occasion. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté. Oui, monsieur Pestre. Oui, dernière délibération pour le tourisme. Pour la culture, pardon. C'est la grille tarifaire et le calendrier d'ouverture pour le Dragon. Les tarifs restent inchangés par rapport à l'année passée. Seule modification sur le calendrier. En fait, la pause d'après-été pour la maintenance est décalée en octobre au lieu du mois de septembre. Sur cette délibération, monsieur De Florian et madame Quenet. Bien, j'espère que cette fois vous répondrez poliment et sans arrogance, comme vous venez de le faire lors de la précédente délibération. J'espère qu'on peut aborder des sujets sérieux sans avoir à supporter un sourire narquois en coin, voilà, comme vous venez de le faire. Non, en vrai, c'est insupportable. Donc sur des sujets sérieux, on exprime un désaccord politique. J'ai été élu pour faire ces interventions, pour marquer le désaccord politique. Donc s'il vous plaît, respectez les interventions, les gens qui font ces interventions et les gens qui ont voté pour ces élus. Je vous remercie. Donc concernant la grille tarifaire du Dragon, donc je ne vais pas revenir sur le tarif exorbitant que ça représente pour les familles calaisiennes, même si monsieur Pestre va me répondre qu'il y a des tarifs réduits et que en fait ça n'est pas rédhibitoire. Moi je voudrais revenir surtout sur la façon dont la fréquentation du Dragon est assurée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le détail des chiffres sur qui vient ou qui monte sur le Dragon en payant sa place à titre personnel en tant que touriste. Déjà, est-ce que c'est en tant que Calaisien ou en tant que touriste venu de l'extérieur? Et si oui, de quelle distance? Est-ce qu'il vient de l'agglomération? Est-ce qu'il vient du département? Est-ce qu'il vient des Hauts-de-France? Est-ce qu'il vient de France ou de l'étranger? Donc le détail de savoir est-ce que ça attire vraiment du monde de l'extérieur? Et si oui, jusqu'où? À quelle distance? Et puis une deuxième chose, quel est le taux de remplissage? Quel est le pourcentage du remplissage du Dragon qui est assuré par l'attribution de places ou la vente de places par des organismes publics ou semi-publics?
Exemple, des places attribuées par la ville de Calais ou des places achetées par des associations subventionnées par la ville de Calais. En gros, est-ce que le Dragon marche tout seul ou est-ce que, en plus de la contribution de service public qui est de 1 million d'euros par an, est-ce que, en plus de ça, eh bien, en fait, vous le subventionnez de manière déguisée en distribuant des places, via ces organismes publics ou semi-publics ou ces associations. Je vous remercie. Monsieur Pestre. Oui, alors clairement non, la ville n'achète pas de place au Dragon. Il est arrivé le Dragon d'en offrir quelquefois, par exemple à des éducteurs qui viennent faire la promotion de l'équipement et la promotion de la ville par la même occasion. Il y a aussi des écoles, des centres sociaux qui viennent, mais sur leur propre fonds. Pour répondre à votre seconde interrogation concernant l'origine des visiteurs, on est actuellement, alors on doit changer le logiciel de billetterie parce que le logiciel actuel nous permet de faire ce tri, mais au prix d'extractions assez compliquées qui sont d'ailleurs aujourd'hui on est en train de les mettre en œuvre. On sait par expérience que bien sûr il y a des Calaisiens qui viennent sur le Dragon, mais il suffit de consulter le site du Dragon et de voir les intervenants extérieurs qui nous félicitent pour l'attraction, enfin l'animation proposée et le voyage proposé. Et vous verrez si vous allez sur ce site, si vous avez la curiosité d'aller sur ce site, qu'il y a des commentaires qui viennent de partout en France, de Nantes, de Strasbourg, de Bordeaux, de Toulouse, qui viennent aussi de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Angleterre. Moins en Angleterre pour l'instant, mais on a beaucoup de commentaires. Donc on sait par expérience que ce Dragon ne bénéficie pas uniquement aux Calaisiens, mais rayonne bien sur tout le territoire. Il suffit aussi moi quand je me suis rendu la semaine dernière au congrès de Toulouse, pour voir l'impact qu'a ce Dragon sur les professionnels, parce qu'on a été interpellé pratiquement à chaque stand en nous disant super idée, super projet, voilà, on parle de Calais autrement que pour la crise migratoire. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur cette fréquentation, et dès qu'on aura les chiffres plus précis, je vous les communiquerai. Il attirera en tous les cas de futurs investisseurs. Avant de passer la parole à Madame Quenet, voilà, vous dire que très simplement, si mon attitude vous est insupportable, la porte est grande ouverte, vous pouvez sortir. D'autre part, monsieur, arrêtez de vous prendre au sérieux ou au même niveau que la reine d'Angleterre. Et donc, c'est vous, pas du tout, c'est vous qui êtes arrogant. Et donc, je vais passer la parole à Madame Quenet pour pouvoir lui répondre dans de meilleures conditions. Bien, je vous remercie, madame. Merci de me donner la parole. S'agissant de la grille tarifaire, ce que souhaite proposer le groupe Respirer Calais, puisqu'on a bien conscience que pour faire fonctionner la machine, il faut faire rentrer des sous dans les caisses. Ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Je rappelle d'ailleurs que j'avais voté favorablement à l'époque cette grille tarifaire, même si, sauf erreur de ma part, le voyage en Dragon devait être un petit peu plus long que ce qu'il n'est actuellement. En discutant avec beaucoup de personnes, notamment des seniors, des personnes qui sont privées d'emploi, des bénéficiaires du RSA, on se rend compte que oui, il y a des Calaisiens qui vont faire une balade à dos de Dragon, ils y vont une fois, mais il y a beaucoup de Calaisiens aussi qui aimeraient bien en profiter et qui ne peuvent pas. Et je pense que ce serait un geste pour tout cela, donc les seniors qui ont la pension de vieillesse minimale, les bénéficiaires du RSA, les Calaisiens qui sont en fin de droit au niveau de Pôle emploi, et de pouvoir ainsi leur faire bénéficier de la gratuité pour pouvoir également en profiter. Voilà, c'est une proposition qui est faite, ça me semble raisonnable vis-à-vis de toutes ces personnes, mais au moins ça permettra à chacun et à chacune de pouvoir en bénéficier. Je vous remercie. Mais Madame Quenez, ce que je vous propose, c'est de pouvoir demander à votre administratrice du CCS qui
qui assiste d'ailleurs à chaque conseil d'administration, qu'on puisse en discuter, parce que c'est en fait au cœur du CCAS qu'on peut en fait décider si voilà, on est en capacité de pouvoir accéder en fait à cette demande. Donc je vous propose de pouvoir en échanger un prochain ordre du jour du CCAS. Je vous en prie. Et pourquoi pas dans la grille tarifaire alors? Pourquoi ne pas l'indiquer dans la grille tarifaire? Pestre, parce que c'est une compensation. C'est dans la grille tarifaire, si on met en place ce genre de choses, ça veut dire qu'on va devoir accéder, autant on peut regarder comment on est en capacité de le faire pour les Calésiennes et les Calésiens. Si vous le mettez dans la grille tarifaire, ça va concerner toute la France. Et à un moment donné, on ne va pas pouvoir payer la compensation pour toute la France. Donc on ne va pas pouvoir différencier les choses. Donc il vaut mieux qu'on puisse regarder ça de près avec l'ensemble des ressortissants du CCAS et voir quelles sont les propositions qui pourraient aller dans ce sens. Monsieur Pestre, pour l'exploitation, vous pouvez peut-être, si vous souhaitez, rajouter... Oui, bah, tout simplement que je rappelle que la Compagnie du Dragon, et donc Calais Grand Culture, est une EPL, donc une entreprise privée. Son but est aussi de faire, je dirais, de rentrer de l'argent, comme vous l'avez dit, et n'importe quelle baisse, comme le dit Madame le maire, si on faisait une baisse tarifaire, ben ça augmente d'autant la compensation de services publics de la ville de Calais. Donc moi je préfère, et je pense que c'est mieux qu'on passe par des dispositifs comme le CCAS pour faire des offres, je dirais, spéciales. Et on aura le cœur de notre cible en tous les cas, ou de la cible que vous évoquiez il y a quelques instants. Je parlais bien des Calésiens, je ne parlais pas de toute la France. Mais justement, c'est pour ça qu'on peut, dans la grille tarifaire, on peut pas, je pense on va être taxé de faire de la différenciation. C'est un petit peu voilà, la même chose qu'au Chanel. On avait eu déjà ce débat en disant, puisque la ville paye en fait le Chanel lourdement, avec une subvention de 800 ou 900 000 euros, on avait souhaité avoir un tarif calésien et un tarif beaucoup plus élevé des gens qui viennent de l'extérieur et qui viennent au Chanel et qui ont les moyens de payer leur place. Mais ça n'avait pas été possible. Donc on est dans ce même schéma. Donc il vaut mieux qu'on puisse échanger sur une compensation au sein de ces publics, puisqu'ils sont tous, d'après la liste des publics que vous m'avez cités, ils sont tous bénéficiaires, quoi qu'il en soit, et ressortissants de l'action sociale. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Vote contre du Rassemblement national, c'est adopté. Madame E, merci Monsieur Pestre. Madame E pour le commerce. Merci Madame le maire. Donc il s'agit ici donc du FISAC, le FISAC qui est terminé depuis l'année dernière. Il y aurait à reprendre donc deux sommes qui avaient été allouées à des commerçants et qui ont été réattribuées. Donc je vous propose de mettre ensemble la 305 et la 306. Donc le retrait concerne deux commerces qui ont soit fermé, n'ont pas quitté leur facture ou n'ont pas fait les travaux ou ne sont pas encore ouverts. Donc pour un montant de 3,3 ville-État, 3,3 ville-État le second, donc 2 fois les 6 000 €, et de réattribuer à deux commerces qui avaient terminé leurs travaux mais qui n'avaient pas pu être dans la liste étant donné que les fonds étaient terminés. Je vous rappelle que le FISAC est un dispositif exclusivement mis en place si, et seulement si, l'État vient abonder l'enveloppe. Donc là, on a épuisé en fait depuis 2015 les fonds d'État. Et donc, voilà, ce sont des fonds donc, qui n'ont pas été attribués, que nous sommes en train de réfléchir, mais pas des nouveaux fonds. Demande d'intervention.
Des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Madame E, je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur Mignonnet. Merci Madame le maire. L'objet de la délibération qui vous est présentée est d'émettre un avis sur l'enquête publique qui se rapporte au dragage du port de Calais. Comme vous le savez, afin de maintenir la profondeur utile des bassins et chenaux et la circulation des navires, 2 opérations sont effectuées chaque année, bien sûr en dehors de la période estivale. L'arrêté préfectoral actuel se terminera en 2023 et il faut donc se prononcer à nouveau. Il faut rappeler qu'avec les nouveaux bassins du port Calais 2015 et les anciens bassins, ce sont quelques 765 000 mètres cubes de sédiments qui sont dragués dans l'ensemble des bassins. Comme je vous le disais, les sédiments sont ensuite remis en mer à plus de 2 km des plages, et tout cela bien sûr sous de nombreux contrôles. Au regard des documents présentés et des considérants, je vous propose d'émettre un avis favorable à cette délibération. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur De Florian. Merci madame, merci monsieur. Concernant cette pollution des bassins Ravis et Carnot notamment, qui sont cités dans la délibération, et le bassin ouest également, il est cité plusieurs types de pollution, et je voulais savoir quelle en était l'origine et s'il était possible de lutter contre cette pollution en amont. Donc j'ai vu notamment les germes fécaux, donc ils viendraient peut-être de la voirie de Calais, mais peut-être que c'est à confirmer ou à infirmer de votre part. Et puis, s'il s'agissait également de ruissellement depuis les parcelles agricoles. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lutter contre cette pollution? Même si on peut s'en réjouir, la qualité de l'eau à Calais a été jugée plutôt bonne cet été. On a eu quand même quelques journées d'interruption et c'est toujours dommageable pour Calais et son attractivité. Je vous remercie. Sur certains des sédiments pollués, tel qu'il est repris d'ailleurs dans la liste des bassins concernés, il y a le système d'assainissement, je veux dire de l'ancien port, qui n'était pas performant. Tout cela a été depuis réglé, puisque tant l'ancien port que Calais Port 2015 aujourd'hui font partie du système d'assainissement de l'agglomération. Et ensuite, il y a les déversoirs en bassin des réseaux de Watringue. Nous sommes à l'embouchure de tout le réseau de Watringue, et donc il y a aussi, vous parliez de terres agricoles, l'arrière-pays qui est concerné. Ça rejoint également ce qu'on appelle l'ORC, qui est un dispositif de préservation de la ressource en eau, de la qualité de l'eau. Et c'est un sujet qui est travaillé avec le milieu agricole depuis plusieurs années, de manière à réduire les polluants d'usage agricole, pour la plupart en nette diminution, voire interdit aujourd'hui. Donc effectivement, il y a au fil du lessivage une diminution de tous ces polluants. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Merci Monsieur Mignonnet. La parole à Monsieur Grenat. Merci Madame le maire. Donc la 312, éclairage public, taxe communale sur la consommation finale d'électricité, fixation de reversement de la commune d'une fraction du produit de la TCCFE perçue par la FDE 62. La FDE 62 a modifié ses modalités de reversement du produit de la TTCCFE lors de son conseil d'administration du 17 octobre 2020. Dans les conditions et limites prévues par l'article L5212-24 du CGCT, il est fixé à 5% la fraction du produit de la taxe qui sera perçue par la FDE 62 sur le territoire de la commune concernée et reversée à cette dernière afin de couvrir les dépenses engagées. Sur cette délibération, pas d'intervention, pas d'abstention, pas de vote contre, c'est adopté. Alors, la 313, finance, appel à projet, fonds friche, organisé par l'État et l'Adréal au titre du plan de relance, adoption du plan de financement du projet site des 4 coins.
Dans le cadre de la politique de renouvellement urbain et de reconquête des friches, la ville de Calais a candidaté au mois de mars 2021 à l'appel à projet Fonds Friches, organisé par l'État et l'Adréal au titre du plan de relance. Ce dispositif a pour but d'accompagner financièrement les collectivités, structures publiques ou parapubliques et porteurs de projets privés à la résorption de friches, s'inscrivant pleinement dans les objectifs et la sobriété foncière et la revitalisation des tissus urbains existants. La candidature de la ville de Calais portait sur le site des 4 coins, friches industrielles, sur lesquelles il est proposé la création de nouveaux espaces publics, espaces verts et d'îlots constructibles, 38 logements sociaux et 23 logements en libre accession à la propriété. Cette dernière a été retenue au mois de juin dernier et une subvention a été attribuée à hauteur de 3 181 228 €, qui représente 54,6% du coût estimé de l'opération. Sur cette délibération, Monsieur de Florian. Merci madame, merci monsieur. Dans cette délibération, il est fait état de la perspective de construire une 60aine de logements sur cette friche. On a déjà eu l'occasion d'évoquer la politique du logement à Calais, en tout cas la politique de construction de logements. Évidemment, nous souhaitons d'abord mettre l'accent sur la rénovation du bâti ancien qui fait partie du patrimoine de la ville, avec ses façades que nous souhaitons rénover et que nous avons voté ce pourquoi nous avons voté tout à l'heure. Se pose également voilà, donc sur la question de ces logements. Est-ce que ce seront, comme vous le... c'est également le cas dans le cadre d'un débat national sur le logement. Hein, là, il y a eu une déclaration récente de la ministre du Logement qui disait que le pavillon, voilà, sur la maison individuelle. Vous affirmez, je pense en tout cas je suis d'accord avec vous sur ce point-là, ne vous déplaise, que la maison de ville est le bon compromis. Elle permet à la fois la densité de la ville, en même temps l'espace individuel et la cohésion du foyer et l'intimité du foyer, avec si possible une cour ou un jardin derrière pour respirer dans un cadre privé. Alors ma question c'est tout simplement, est-ce que quel sera le type de cette 60aine de logements que vous prévoyez de construire? Je vous remercie. Donc, le dispositif qui est prévu, hein, c'est la petite maison de ville et puis un lotissement pas très haut d'ailleurs, c'est R+2 ou R+2 je crois. Oui c'est ça, R+2. Donc voilà, on est sur l'importance effectivement d'être constant dans le logement social. Il est important qu'on donne la possibilité aussi et surtout à des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir accéder à la maison de ville, tout simplement. Donc voilà, c'est la politique de l'habitat de la ville de Calais. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté. Décision modificative numéro 4, donc des ajustements à hauteur d'1 165 100 sur les dépenses d'investissement, avec des recettes à hauteur de 12 874, et il convient d'ajouter des dépenses de fonctionnement de 252 274 et des recettes d'investissement, de fonctionnement pour 1 404 500 qui équilibre cette DM. Sur l'ADM, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Des abstentions? 2 abstentions, des votes contre? C'est adopté. Décision modificative numéro 2 pour le budget de la ZAC Coubertin. C'est un ajustement des crédits inscrits au budget 2021 qui est nécessaire pour prévoir les frais de commission d'emprunt à hauteur de 2 500 €. Il s'agit d'un virement de crédit entre chapitres. Sur la ZAC Coubertin, donc même politique, maison de ville et donc en logement collectif mais en faible quantité et en niveau très bas. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Des abstentions? Pas d'abstention, pas de vote contre, c'est adopté.
La délibération suivante, c'est de l'attribution inférieure à 40 000 € de subvention. Donc il y a la proposition de 2 subventions en fonctionnement, l'Athletic Boxing Club calaisien pour 5 000 € et le Calais Catena Football Club pour 2 000 €. Sur ces 2 demandes de subvention, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Pas d'abstention, pas de vote contre, c'est adopté. Alors, budget 2021, fonds de concours de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers au bénéfice de la commune de Calais. Demande et autorisation de signature des conventions. Il est proposé de solliciter pour l'année 2021 des fonds de concours à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers en vue de participer au financement de 8 opérations dont le détail vous est présenté dans les tableaux de la délibération. Le montant total des fonds de concours sollicités est de 1,2 million d'euros. Il représente 17% d'une dépense totale de 7,100 millions d'euros. Pardon, 7,100, oui, 7,1 millions d'euros. Ça fait beaucoup sinon. C'était pas mal. On aurait bien aimé. Sur cette délibération de demande d'intervention, Monsieur de Florian. Oui, merci madame. Je vais essayer d'être un peu plus clair que lors de ma précédente question qui était pas très lisible. Nous demandons un vote séparé parce que nous ne voulons pas voter pour la passerelle Coubertin. Autant nous faisons preuve de pragmatisme, de réalisme et nous sommes constructifs lorsque nous soutenons par exemple la politique qui est la vôtre de construire des maisons de ville et des petits logements sociaux, autant nous sommes contre le fait, et c'est peut-être un peu votre défaut si vous en aviez un, c'est d'être un peu attiré par les gadgets et ce qui brille. Alors il y a le Dragon, et puis il y a la passerelle Molien, et puis il y a la passerelle Coubertin. Ça coûte cher, je ne maîtrise pas par cœur les ABAC des travaux publics, mais il me semble avoir lu 2,5 millions pour la passerelle Coubertin et l'environnement. Combien de mètres de linéaires de trottoirs, de chaussées pourrait-on refaire en s'épargnant cette dépense qui nous semble inutile? Je vous remercie. Donc il n'y a pas de vote en fait séparé sur la délibération. Donc voilà, j'entends bien. Vous vous absteniez, vous votiez contre avec les réserves que vous avez portées. La passerelle Coubertin, en tous les cas, elle fonctionne super bien. Faut y passer de temps en temps. Il y a énormément de vélos et de piétons qui l'empruntent. Parce que c'est Molien, oui, Molien et la future, excusez-moi, et la future passerelle sera de la même façon utilisée. Et ce sont des œuvres, des ouvrages d'art très appréciés en fait. Mais je comprends que vous ne partagiez pas cette opinion. Sur la délibération donc totale, est-ce qu'il y a des abstentions? 2 abstentions, des votes contre, c'est donc adopté. La 318, Finances, Fonds Réac EU FEDER, Participation financière, convention de multipartenariat. Il est proposé d'autoriser la signature d'une convention multipartenariale portée par la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers en vue d'obtenir une participation financière aux dépenses informatiques correspondant à la gestion de la crise sanitaire qui ont notamment permis d'assurer la continuité d'activité de l'administration et d'accélérer la transformation numérique de l'administration. Cette opération permet d'obtenir une participation financière à hauteur de 80% pour des dépenses déjà réalisées à partir du 1er février 2020 et des dépenses à venir sur une phase de réalisation dont le terme est fixé au 30 juin 2023. Le montant total de la participation ainsi sollicitée est de 293 320 €. Sur cette délibération, des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention, pas d'abstention. Pas de vote contre, c'est adopté. La 319, refinancement des 15 prêts garantis pour un montant total de 3 572 001,28 €, contracté par Flandre Opal Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce n'est qu'un renouvellement de notre garantie puisque ces prêts ont été renégociés par Flandre Opal Habitat avec la Caisse de dépôts et consignations. Des demandes d'intervention? Non.
des abstentions, des votes contre. C'est adopté. Deux dernières, merci Monsieur Grenat, deux dernières délibérations. Les opérations, donc autorisation de programme hein, qui concernent la vidéosurveillance urbaine et l'OPA H, ce qu'on a la rénovation en fait, des façades que nous avons vues en demande d'autorisation. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur cette autorisation de programme? Des abstentions? Non. Des votes contre? C'est adopté. Et puis, dans le cadre de la DPV, donc dotation de la politique de la ville, nous avons pu bénéficier de crédits complémentaires à hauteur de 149 992 €. Le montant de la DPV s'élèvera donc pour 2021 à 2 343 325,61 €. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et vous donne rendez-vous au prochain conseil municipal de décembre, le 14 décembre précisément. Donc bonne soirée à tous et n'oubliez pas de participer si vous le souhaitez à Calais Générosité. Voilà, c'est un joli spectacle, ça nous remet aussi chacun dans le monde en fait de l'artiste et du spectacle. C'est le 22, 23 et 24 octobre prochain. Merci et bonne fin de journée.